La chouette a dit qu'un matin d'hiver, quelqu'un a quitté Dijon à vélo avec un horizon, il faut le dire, un peu fou. Tataouine, oui vous avez bien entendu, Tataouine en Tunisie. C'est quoi? C'est plusieurs milliers de kilomètres, c'est 7 mois de route, peut-être même un peu plus, et probablement autant d'histoires à raconter. La chouette a dit, vous savez, le podcast de plein phare, a dit aussi qu'un voyage ne commence pas toujours sur une carte, mais souvent dans la tête et surtout dans le cœur. Aujourd'hui, nous allons nous rendre chez Aurélie Gonnet, à Dijon. Elle va nous accueillir chez elle et j'ai l'impression, pour tout vous dire, qu'on va ouvrir ensemble le carnet de route de cette aventure. Plein phare présente La chouette à dire par Olivier Bizio. Bonjour Aurélie. Bonjour. Merci de nous accueillir chez toi. Merci à vous, je suis ravie. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui. Ça sera plus simple, tu Oui. veux bien? Alors on va parler de tes aventures. Ça fait très très longtemps que je te suis sur les réseaux et ça faisait très longtemps que j'avais envie de venir te voir pour que tu puisses nous raconter, que tu puisses partager ces belles aventures. On va faire un petit zoom quand même sur la dernière aventure. C'était je crois le 1er décembre 2024, c'est pas si loin. Tu quittes Dijon à vélo avec Raymond. Raymond, Ouais. c'est le vélo. Tu te souviens de ce premier coup de pédale que tu as donné à Dijon ? Ouais, c'était sous les Halles et c'était assez incroyable parce que c'est un long voyage finalement que j'ai préparé en seulement un mois. Donc un peu à l'arrache, avec beaucoup de fatigue, en n'ayant pratiquement pas dormi la nuit. Et puis il y a plusieurs dizaines de personnes qui m'ont accompagné les premiers kilomètres à vélo le long du canal. Donc ça, c'était magique. Mais alors, explique-nous, tu as fait tourner une map monde et tu as laissé tomber ton doigt sur un pays au hasard. Pourquoi Tataouine? Le nom t'attirait ou c'était surtout l'idée de partir loin? Non, c'est parce que déjà, ça faisait plusieurs années que j'avais pas voyagé. C'est vrai que souvent, les gens pensent que je voyage tout le temps, mais le Dijon-Pékin pour lequel on me connaît un petit peu à Dijon, c'était il y a déjà 5-6 ans. Et puis là, j'avais vraiment envie j'avais l'énergie, je sentais, de repartir. Donc je me suis dit, c'est maintenant. Et les mois qui ont précédé, en fait, ce qui me donnait souvent le sourire aux lèvres, c'est quand je repensais à mon grand-père. Il avait cette expression, il disait tout le temps partir à Tataouine. Oh ben celui-là, il est parti à Tataouine. Et je pense que lui, il savait pas que Tataouine, ça existait vraiment, que c'était une ville. Et moi, quelques années avant, j'avais découvert que Tataouine, ça existait et que c'était une ville en Tunisie. Et là, je me suis dit, allez, moi, je vais le prendre au mot, en fait. L'expression, je vais la prendre au mot et je vais vraiment partir à Tataouine. Oui, ce n'était pas seulement une expression, on va partir à Tataouine. Mais alors, ce qui m'impressionne, c'est ce départ préparé en un mois. Alors, c'est quoi? C'est de l'instinct ou c'est véritablement une vraie méthode pour partir à l'aventure? Ah non, là, il n'y avait rien du tout de méthodique. Là, c'était plutôt chaotique parce que la fois précédente, Dijon-Pékin, je l'avais préparé en un an. Et là, j'avais eu une longue phase un peu chamboulée par une dépression, par un cancer pendant quelques années. Et en 2024, j'ai ressenti de l'énergie, j'allais un petit peu mieux. Et je me suis dit, c'est maintenant. J'attends pas une rechute, j'attends pas d'autres résultats. Je pars maintenant. Et le maintenant, c'était dans un mois. Mais alors, tu devais quand même être loin d'être sereine. Tu t'es pas dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire quand tu préparais tes affaires pour ce grand départ un peu... Non, parce que les précédents voyages à vélo, ça m'a toujours apporté beaucoup de joie. Dès le premier coup de pédale, dès la première journée, il y avait une joie intense. Dans la préparation aussi, il y avait une joie intense. Et là, en fait... entre être pas bien pendant des années et là me dire j'ai enfin l'énergie, la force d'être sur un vélo et d'avancer, moi je me suis dit je vais y aller à mon rythme et puis ça va y aller, je vais arriver quelque part. Mais alors tu en parlais tout à l'heure, Dijon-Pékin, tu étais parti au mois de mars, de mémoire, c'était ça. Là tu pars au mois de décembre, t'avais regardé la météo avant de partir? Ouais, alors c'est vrai qu'on me pose souvent la question, mais pourquoi t'es parti vraiment en plein hiver comme ça, au début de l'hiver? Et en fait au départ mon plan semblait parfait, parce que je m'étais dit je pars en hiver pour arriver dans le désert quand il fera pas trop chaud. C'était vraiment ça mon calendrier. Et puis moi, donc quand j'avais fait le Dijon-Pékin, j'avais quand même dormi à moins 16 degrés au Tadjikistan. Donc là, je m'étais dit, la France, je vais traverser ça en 15 jours. Bon, s'il fait froid, je vais serrer les dents 15 jours et puis ça va aller. Mais en fait, je suis partie dans un état de fatigue qui était extrême.
Et chaque journée, en fait, c'était des journées complètes dans le froid, l'humidité, beaucoup de pluie. Quand je faisais un camping sauvage, en fait, je mettais 3 jours à m'en remettre. Et la France a duré 1 mois et demi. Elle n'a pas duré 15 jours du tout. Alors, on en parlera tout à l'heure, mais il y a eu évidemment des arrêts, des rencontres tout au long du voyage, mais notamment en France et même dès le départ, je crois. Mais tu nous en parleras tout à l'heure. Et justement, ces premiers jours d'un long voyage sont toujours particuliers, j'imagine. Qu'est-ce que tu as ressenti dans les premiers jours, les 2 premiers jours, lorsque tu as quitté Dijon ? Eh bien, étonnamment, pas de la joie. Pas de la joie parce qu'il y avait trop de fatigue physique. Et en fait, là, en plein hiver, j'avais tellement froid et il y avait tellement de pluie qu'au bout de 20 km, j'en pouvais plus. Donc les premiers jours, ça a été difficile. Et au bout de 5 jours, je suis seulement arrivée à Beaune, qui est à 40 km. Donc en faisant des petits détours. Mais je me suis dit, ça veut dire que mon voyage, il va pas faire 4 mois. Il va durer beaucoup plus longtemps. Donc je me suis dit, il va falloir que j'aille à mon rythme. Et c'est tout. Mais par contre, les différentes étapes, les objectifs de calendrier que je m'étais à peu près fixés, au bout de quelques jours, ça a volé en éclats. Et je me souviens, les premiers coups de pédale, tu étais accompagné, et tu le disais tout à l'heure, par un certain nombre de personnes qui t'ont suivi sur les premiers kilomètres. Ensuite, tu pars seul. Est-ce que c'est une recherche justement de solitude ? Est-ce que tu aimes cette solitude avec Raymond quand même, le vélo ? Est-ce que c'est volontaire d'être seul ? C'est un sentiment de liberté ? Ah ben oui, énorme. Mais en fait, moi, je suis arrivée au voyage à vélo. En fait, j'ai commencé les voyages à vélo toute seule, au départ, parce que je trouvais personne pour m'accompagner. Et dès mon premier voyage, j'ai ressenti un sentiment de liberté extrême que j'avais ressenti dans aucun contexte. Parce qu'en fait, quand on est seul, déjà, c'est par choix. Donc on est content quand même de ce qu'on vit. On a la liberté du temps, on a la liberté géographique et on a aussi la liberté d'aller vers des gens. Et quand on est à vélo n'importe où, des gens, il y en a partout. Donc si on veut, on pourrait être tout le temps accompagné, mais il y a des moments où on choisit d'être seul, on choisit de se recentrer et d'avancer. Et tu disais tout à l'heure que les premiers kilomètres ont été difficiles. Qu'est-ce qui s'adapte le plus vite ? C'est le corps ou l'esprit ? Alors, habituellement, le corps vraiment se muscle au bout de quelques jours. Mes précédents voyages à vélo, je faisais pas plus de sport que ça et au bout d'une semaine, je me sentais comme une athlète, quoi. Et là, c'était vraiment différent. Là, physiquement, j'y arrivais pas du tout. Même sur du plat, c'était difficile. Et puis en plus, j'ai choisi d'aller dans le Morvan, après en Auvergne, ce qui n'était pas forcément le meilleur des plans physiquement. Et puis là, moralement, c'était vraiment très, très difficile de garder le moral. Quand on voit qu'on n'avance pas et puis que les sensations sont pas bonnes, qu'on a froid, les paysages, c'est l'hiver, là, il y a du brouillard partout, on voit rien. Je me disais, mais ça ressemble à aucun des voyages que j'ai vécu. Ça ressemblait à aucune des expériences que j'avais vécues. Et je me suis dit, malheureusement, peut-être que mes précédents voyages qui étaient extraordinaires, ils l'ont été. Il le reste dans ma mémoire, mais c'est peut-être fini. Peut-être que celui-là sera juste à l'image des années que je viens de vivre, quoi, qui étaient vraiment dures. Et il y avait un gros sentiment de déception. Mais par contre, je me disais, voilà, je suis quand même mieux sur la route en train d'avancer qu'en pleine dépression, des heures allongées dans mon lit à regarder ma tringle à rideau. Je me disais, j'ai quand même choisi d'être là. Là, j'ai la force d'avancer. Je suis quand même dans la nature. Voilà, tout ça, c'est un choix. Et je vais voir ce que la vie va mettre sur mon chemin. Parce que quand je suis partie en direction de Tataouine, j'avais pas d'itinéraire. Voilà, par exemple, pour la France, je savais que je voulais traverser la France en diagonale, mais j'avais prévu aucune route. Donc chaque jour, je me disais, tiens, je vais aller par là. Si quelqu'un me disait, tiens, va dans le Morvan, j'allais dans le Morvan. Mais oui, je me suis dit, je vais voir ce que la vie va mettre sur ma route. Oui, tu parlais de liberté, mais le matin, tu ne te dis pas, il faut que ce soir, je sois à tel endroit, dans tel village ou dans telle ville. Tu te donnes pas ces objectifs, tu pars. Ah oui, puis là, en plus, j'en étais pas capable, physiquement.
J'étais pas capable de me dire, aujourd'hui, je suis capable de faire 80 km et d'arriver dans telle ville. Donc, non, c'était vraiment compliqué. Et ce qui était décevant aussi au début du voyage, c'est que quand je faisais un camping sauvage, vraiment, c'est très dur en fait d'avoir froid toute la nuit, de repartir le lendemain, il pleut, de ravoir froid chaque minute pendant la journée. Et il y a plein d'endroits où, du coup, par dépit et puis pour me remettre en forme, je prenais des Airbnb. Donc, en fait, j'alternais camping sauvage chez des gens qui m'habitaient, Airbnb, mais ça ressemblait pas au début au type de voyage que j'aime faire. Que tu avais aussi imaginé, j'imagine, en te projetant dans ce grand voyage. Ouais. Ce qui m'avait marqué, parce que tu partages beaucoup sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, en tous les cas, moi je te suis sur ces réseaux, j'ai le souvenir aussi que tu étais arrivé dans une commune qui n'est pas très très loin de Dijon, c'est Bouillan. Ouais. Tu étais arrivé en vélo et tu avais rejoint un groupe de personnes qui faisaient ce qui ressemblait à des incantations, c'est ça Oui, ils chantaient, j'étais arrivée de nuit. Et donc, c'était vraiment la pénombre. Il y avait un lampadaire, mais tu sais, la lumière un petit peu orangée, ça faisait petite lueur. Et des gens en ronde en dessous, effectivement, qui faisaient des bruits bizarres. Et je me suis dit, waouh, je suis tombée sur une secte, la secte de Bouillan. Et en fait, non, c'était le calendrier de l'Avent humain, parce que là-bas, ils ont un super état d'esprit entre eux, entre les habitants. Et chaque jour, un habitant ou une habitante propose une animation. Donc, ils vont le matin à la boulangerie pour savoir à quelle heure est l'animation et où ils ont rendez-vous. Et le soir, ils découvrent l'animation. Et là, c'était un monsieur, je crois, qui avait fait beaucoup de voyages en Éthiopie. Et son animation, c'était faire chanter des chants éthiopiens à ses voisins. C'est génial. Et en plus, un village assez vivant, puisque tu racontais que tu avais fait un atelier de poterie. Donc, tu étais resté peut-être un peu plus longtemps que ce qui était prévu. Et tu avais fait ta poterie. Tu l'as récupérée depuis Oui, poterie tiens, elle est là dans mon étagère. Ah, on la prendra en photo. Alors, dessus, j'ai marqué partir à Tataouine, arriver à Bouillan. Donc, on peut dire voyager seul, mais c'est pas vraiment être seul. Tout au long de ce voyage, tu fais des rencontres, comme dans ce village tout près de Dijon. Et quelle rencontre, on peut dire, t'a particulièrement marqué dans la première partie du voyage ? Je vais dire, lorsque tu es encore en Europe, en tous les cas. Puisque après, Et alors, en France... Ouais, il y en a une qui m'a marquée, c'est juste après l'Auvergne. En fait, au nord de l'Auvergne, j'étais dans la neige, j'ai décidé d'arrêter l'Auvergne. C'était trop dur. Donc, j'ai bifurqué en direction de la Corrèze. Et puis, dans un des premiers villages, j'ai demandé à un monsieur si je pouvais dormir dans son jardin. Et il m'a dit oui. Et au début, il me disait je vais demander à ma femme si vous pourriez dormir à l'intérieur. Moi, il se trouve que sa femme était un peu plus craintive. Et elle voulait pas, et je lui ai dit, il n'y a pas de problème, moi de toute façon je voulais dormir dans le jardin, donc j'ai planté ma tente, et le soir, sa femme sort de la maison, passe devant ma tente, donc je la salue, et elle me dit, vous seriez mieux dans le poulailler. Et là, je savais pas trop comment le prendre, quoi. Je savais pas si c'était de l'humour, si c'était du premier degré. Et elle me fait signe de la suivre, et en fait, elle m'a emmenée dans leur poulailler qui est au fond du jardin, mais qui est une vraie petite villa pour poules. D'accord. À l'intérieur, il y a du chauffage, il y a de la déco avec des tableaux, et puis il y a un bout de ruisseau qui passe dans un coin du poulailler. Et effectivement, les poules sont très très bien logées. Et tu as pu passer la nuit avec les poules? Elles font Non, pas j'ai trop de pas bruit dormi Non. avec les poules, je suis restée dans ma tente. Et donc ça, c'était en Corrèze, c'est ça? Ouais, au début de la Corrèze. Parce que tu disais que le Massif central, tu voulais le traverser. Oui, l'Auvergne, je m'étais mise dans la tête de traverser l'Auvergne du nord au sud parce que j'étais jamais allée en Auvergne. Donc là, je me disais, c'est l'occasion, je vais tout découvrir. Mais en fait, l'Auvergne, l'hiver, c'est très très dur. J'imagine. Parce qu'il y a beaucoup de neige dans les bois. Quand je passais dans les bois, non, vraiment, j'y arrivais plus. En fait, au bout d'un moment, je me suis dit, je reviendrai en été. Voilà, comme tout le monde. Et j'ai un copain qui m'a écrit à ce moment-là. En fait, c'est un gars que j'avais rencontré en Ouzbékistan pendant le Dijon-Pékin. Et il suivait Dijon-Tataouine sur les réseaux sociaux. Et Alex, c'est quelqu'un qui est très brut de décoffrage. Et il me dit, ouais, ça a l'air d'être vraiment de la merde, ton voyage. T'as qu'à venir en Corrèze parce que je vais passer Noël avec ma mère. Elle est d'accord, on t'invite. Et du coup, je suis allée passer Noël là-bas. Je suis restée 5 jours avec eux. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Mais lors de ces rencontres, lorsque tu leur dis, je vais à Tataouine, on te regarde avec des yeux bizarres ou ça doit surprendre quand même? C'est pas une destination habituelle?
Ouais, ça dépend des gens. Souvent, c'est plutôt la distance, en fait, qui impressionne les gens de se dire, ah bah tiens, surtout si les gens n'ont jamais voyagé, ils se disent, ah bah elle va traverser toute seule plusieurs pays, est-ce que c'est pas dangereux pour sa sécurité? Et puis bah là, moi je rassure les gens, je leur dis, bah j'ai déjà beaucoup voyagé dans d'autres pays, c'est pas plus... Enfin, je me suis pas plus sentie en insécurité qu'en France. Puis je leur raconte des anecdotes, je leur raconte des belles rencontres que j'ai faites. Et puis finalement, des anecdotes, tu vois, difficiles, des mauvaises rencontres, j'en ai très très peu dans tous les voyages que j'ai faits. Ça fait du bien d'entendre ça. C'est vrai que lorsqu'on écoute les actualités, parfois on n'ose même plus sortir de chez soi, traverser la rue parce que c'est l'insécurité. Là, tu as traversé la France, tu as traversé la Méditerranée et tu nous dis non, j'ai très peu d'anecdotes où j'ai fait de mauvaises rencontres, donc ça fait du bien de l'entendre. Bah oui, oui, oui. Non, mais en général, il y a une très, 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 très grande partie des gens. Enfin, il y a plutôt un tout petit pourcentage de gens, je pense, qui peuvent être dangereux. Nous, je pense que notre imaginaire, il est aussi construit par ce qu'on voit dans les médias, par les histoires qu'on nous a racontées quand on était petit. Moi, par exemple, je venais de la campagne. Quand il y avait des gens qui passaient, je me rappelle que tout le voisinage s'appelait pour dire « N'ouvre pas ta porte, il y a quelqu'un dans la rue !» Et on avait peur. Et puis, peut-être que quand on était plus petit, on avait vu un article de presse où quelqu'un s'était fait agresser chez lui par quelqu'un qui était entré par la fenêtre. Mais en fait, ça arrive très peu. En fait, les femmes, nous, quand on voyage, on a surtout peur des viols. C'est la première, les agressions sexuelles, c'est la première chose à laquelle on pense et auquel notre entourage pense. Et finalement, quand ça arrive, c'est surtout dans la famille. C'est moins, finalement, un agresseur, un violeur solitaire potentiel, je sais pas, dans une forêt ou dans un endroit éloigné que quelqu'un dans l'entourage. Donc, une fois qu'on a conscience de ça, un petit peu, j'allais rigoler avec ça, mais un petit peu des statistiques d'agression des femmes, on se dit, finalement, on n'est pas plus en insécurité en allant loin qu'en étant dans son quotidien. C'est vrai, et je pense que c'est important de le préciser. Bon, on va aller vers des réflexions peut-être un peu plus joyeuses. Tu sais, peut-être que lorsque tu traversais les villages, il y avait peut-être des personnes qui disaient « Faites attention, il y a une aventurière en vélo qui traverse notre village, fermez vos portes, fermez vos volets. » On ne sait pas. C'est tu possible, tu ne le sauras pas. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens justement de cette hospitalité des personnes? Tu nous disais tout à l'heure, on m'a ouvert les portes d'un poulailler. Bon, tu es resté sous ta tente, mais justement de l'humain aujourd'hui, ça te donne une toute autre image, ces voyages, ces aventures que tu as vécues? Alors, souvent, on pense qu'il n'y a pas d'hospitalité en France, parce que c'est pas notre culture. Mais il y en a, quand on tombe sur les bonnes personnes. Je pense aussi que là, je suis tombée sur beaucoup de personnes qui n'avaient pas forcément voyagé dans leur vie et qui se rendaient peut-être pas compte de ce que c'était finalement d'être en hiver toute la journée. Et par contre, au niveau hospitalité, après, dès que je suis descendue Espagne et que j'ai commencé à attaquer le Maghreb, on sent par contre que là, il y a une vraie culture de l'hospitalité. Et tout au long de ce voyage, c'est un voyage quand même extrêmement long, même si tu as fait des pauses, il y a forcément des grands moments de fatigue. Comment ton corps réagit à ces moments-là? Ah il faut faire des pauses. Oui, c'est les pauses. Là, Ouais. il n'y a pas... Ouais, en fait, la France a duré 1 mois et demi au lieu de 15 jours, parce que quand les gens me disaient « tu peux rester », je restais, parce que j'avais besoin de me reposer. Mais quand justement tu étais tout endolori, si je puis dire, les jambes, les mollets, peut-être le dos, est-ce que il y avait vraiment des vrais doutes en te disant je vais m'arrêter là et je reprends le train et je rentre à Dijon? Ah, alors jamais. Jamais. Ah non. Ah non, je me disais tout le temps je vais continuer. Par contre, je me voyais pas du tout arriver en Tunisie. Je me disais, si déjà j'arrive à traverser la France, si j'arrive jusqu'aux Pyrénées et basculer en Espagne, ça sera déjà énorme. Ça sera déjà Tataouine. Ouais. Mais alors, justement, d'où vient cette énergie, j'ai envie de dire, comment tu arrives justement à avoir cette force pour te dire, j'ai mal aux jambes, je suis seul, ça me manque j'avais un peu. pas mal aux jambes, hein. En fait, j'avais pas mal au corps. C'était une fatigue extrême. Et puis après, je rencontrais quand même beaucoup de gens sur la route, super sympas. Donc, il fallait simplement que je me repose,
que je rencontre des gens sympas et passer des bons moments. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, avoir le choix dans sa vie d'avancer, c'est énorme par rapport à des années où le corps t'arrête parce qu'il se dit, ben là, c'est dépression et tu peux plus rien faire ni dans ton quotidien. Donc là, ce que je vivais, c'était moins pire que finalement que les années précédentes. Donc ça allait. Et justement, dans ces longs moments où tu es seul avec Raymond, encore une fois, pour nos auditrices et auditeurs, Raymond, c'est le prénom de ton vélo, de ton compagnon. Est-ce que tu t'es surpris à parler à Raymond ? Eh ben, pas sur ce voyage-là. Non, tu lui as pas parlé ? Non, par contre... Non, alors je lui ai pas parlé, mais par contre, au moment où j'ai traversé les Pyrénées, donc c'était par le col du Portillon, c'est un col du Tour de France. C'était la première fois que je passais par un col du Tour de France. En fait, on arrive au-dessus du col et c'est la frontière avec l'Espagne. Et après, on bascule une très très longue descente magnifique. Et à un moment, je me suis arrêtée dans la descente et j'étais vraiment dans les Pyrénées espagnoles avec des montagnes. Enfin, c'était vraiment grandiose, quoi. Et je me suis arrêtée, j'ai vu mon vélo et je me suis dit, c'est quand même fou tout ce qui m'a fait vivre dans ma vie. Parce qu'en fait, ce vélo-là, le vélo, les voyages à vélo, ils ont construit la femme que je suis aujourd'hui. J'aurais pas eu ces expériences-là, je serais pas du tout la même personne. Et je me suis dit, c'est quand même fou tout ce que ce vélo-là m'a fait vivre. Oui, parce que c'est lui aussi qui t'a accompagné, on l'a dit tout à l'heure, Ouais. pour aller à Pékin. Ouais. Il était là, il faisait déjà partie de la fête. Et il a tenu aussi. Il a tenu les chutes, il a tenu les accidents avec des voitures. Il m'a pas lâché, quoi. Donc, à mi-parcours, puisque tu parlais des Pyrénées, tu parlais de l'Espagne, qu'est-ce que ce voyage avait déjà changé en toi depuis ce départ au mois de décembre de Dijon ? Il avait déjà changé quelque chose depuis l'hiver dijonnais à Dijon ? Qu'est-ce qu'il avait changé ? En fait, en arrivant en Espagne, quand j'ai revu le soleil, parce que ça faisait quand même 1 mois et demi presque que j'avais pas revu le soleil, je me suis dit, il va y avoir des beaux moments dans ce voyage. Mais j'étais pas encore convaincue de l'issue de tout ça. Non, parce que le mois et demi en France a été très très dur. Oui, ça a été la période vraiment avec l'hiver. Parce que là, tu arrives en Espagne, c'était quoi ? C'était février, mars peut-être ? Ah non, pas mars, fin janvier. Fin janvier déjà. Ouais, je pense fin janvier. D'accord. Et donc, arrivant en Espagne, il faut quand même franchir les Pyrénées. Ça monte ? On les descend. Parce qu'en fait, je les ai montés en France et je les ai redescendus exact. en Oui, tu as Espagne. raison. Mais alors, pour les monter, moi, ça me paraît quelque chose d'incroyable. Tu es une athlète. Là, j'étais super contente parce que, parce que ce que je me suis dit, c'est j'ai quand même progressé physiquement. Parce que c'est vrai qu'un mois avant, ce col-là du Portillon, j'aurais pas réussi à le monter. Et là, tu vois, 1 mois et demi de voyage après, j'arrivais quand même sur une journée à monter ce col-là. Il y a des passages à plus de 10%, c'est quand même... ça se monte, hein, mais voilà, faut prendre son temps, en tout cas avec des bagages comme ça. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, c'est pas un vélo de course tout léger. On parlait du Tour de France comme les coureurs du Tour de France. C'est un vélo, j'ai envie de dire classique. C'est un vélo lourd. C'est un vélo lourd en acier, il fait 17 kilos. Moi, j'ai entre 25 et 30 kilos de bagages en fonction de la bouffe et de l'eau. Oui, donc ça fait lourd quand même pour gravir les montées. Et donc, par rapport à cela, pas besoin de s'arrêter chez un kiné pour... Alors, je suis désolé, peut-être que je me mets à ta place et j'imagine tous les bobos que je ressentirais en faisant autant de kilomètres. Alors que moi, j'ai pas de bobos. Non, t'as pas de bobos. Non, j'ai pas mal aux fesses, j'ai pas mal au dos. Je peux avoir un petit peu mal aux cuisses, mais 3 fois rien, tu vois. Mais ça veut dire que toute l'année, tu as un entraînement draconien à vélo Non, 0. Non. Mais c'est de la magie. Non, mais là, si tu veux, j'ai quand même passé 1 mois et demi sur la route avant d'arriver à ce col-là. Tu vois, si ça avait été 1 mois avant, je pense que je l'aurais pas pris le col. J'aurais fait un grand détour par du plus plat, mais je serais pas passé par là. Et côté mécanique, Raymond, qui a fait déjà beaucoup d'aventures, beaucoup de kilomètres, il n'a pas des petits soucis mécaniques Écoute, j'ai eu une grosse panne pendant tout ce voyage qui était le premier jour.
Et Oui, heureusement, pour les bien gens qui commencer. m'accompagnaient l'ont réparé. Ah, tu n'étais pas encore seule à ce moment-là. Non, Il y j'étais avait- pas encore seule. Et puis après, le seul problème que j'ai eu, c'était un problème de béquille. Ma béquille de vélo qui tenait pas. Et là, il y a un gars qui fait je sais pas comment on dit, de la métallerie ou de la métallurgie en France qui m'a fait une pièce pour l'adapter pour que ma béquille puisse tenir. Donc après, ça tenait. Mais sinon, j'ai même pas percé une chambre à air, rien. Pas de clous sur la chaussée. Donc, Non, non. Et j'ai des pneus renforcés en fait qui s'appellent des Schwalbe Marathon Plus. Donc il y a une couche de protection, alors pas sur le flanc du pneu, mais sur, je sais pas comment on dit, enfin sur la partie qui est en contact, sur la bande de roulement, il y a une je pourrais pas protection. t'aider. Je Ouais. pourrais pas t'aider. Mais on imagine, on Ouais. imagine. En tous les cas, tu avais une équipe avant ton départ. Je me souviens qui avait préparé ton vélo. Il y avait quelques jours, quelques heures en tous les cas pour préparer son vélo. C'était une équipe de Dijon qui s'occupait justement de Raymond afin qu'il soit en grande forme pour partir. C'est bien ça? Oui. On peut peut-être les saluer au passage. Oui. Je me X- rappelle plus du nom du magasin. Moi non plus, mais ça nous reviendra. Ça nous reviendra. En tous les cas, si quelqu'un nous écoute, ce que j'espère qu'il y en ait quand même quelques-uns aujourd'hui, et qui hésite à suivre son envie, son rêve, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à ces personnes qui ont des envies comme tu en avais, et qu'est-ce qui peut les aider à franchir le pas, aller au-delà de leurs craintes? Qu'est-ce qu'on peut les inviter à faire? Alors, ce qui peut beaucoup freiner les gens, finalement, c'est ce que les gens autour d'eux leur renvoient comme image, comme peur, toutes les peurs qu'on peut projeter sur nous, qui ne sont pas forcément les nôtres. Mais dans tous les cas, si c'est un projet qu'on sent comme étant une priorité de vie qui nous anime depuis longtemps, il faut tenter, en fait, sans se fixer d'objectifs de résultats, pour pas se mettre la pression, mais au moins se donner le droit de tenter quelque chose qui nous fait envie. Parce que on n'a qu'une vie, sauf si on croit à la vie après, à la réincarnation, mais en tout cas, dans celle-ci, je pense qu'il faut la vivre à fond. Et surtout, il faut la vivre avant d'être malade. Parce que, en fait, quand on a un projet et qu'on attend trop longtemps aussi, on ne sait pas dans quelques années dans quel état on sera, psychologiquement, physiquement. Je ne sais pas si on aura subi la perte d'un proche qui va nous mettre plus bactères. Donc, je pense que quand on a l'énergie et qu'on le sent, il faut y aller. Et les gens qui nous aiment, de toute façon, même s'ils ont peur pour nous, ils veulent notre bonheur. Et s'ils savent que notre bonheur, ça passe par tenter ce truc, ils vont nous accompagner, ils vont nous encourager. Et est-ce que tu as eu, parce qu'on le disait tout à l'heure, tu as partagé sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tes aventures. Est-ce que tu as eu des retours justement de personnes qui suivaient cette aventure en disant « Qu'est-ce que ça m'a fait du bien de te suivre? Qu'est-ce que ça m'a fait du bien? Tu m'as apporté de l'énergie, j'ai eu envie de me dépasser. » Est-ce que tu as eu ce genre de messages? J'en ai toujours eu des messages comme ça. À partir du moment où j'ai commencé à raconter mes voyages à vélo et que des gens ont commencé à suivre, ça fait 6-7 ans que je reçois régulièrement des messages comme ça. Ça doit faire du bien, ça. Ouais. Et puis ça fait aussi quand je rencontre aussi les gens qui m'ont écrit des messages comme ça donne lieu à des belles discussions. Et puis c'est toujours intéressant de voir les peurs qu'avaient les gens, d'où ils partaient dans leur vie, où ils sont arrivés, parce que des fois le dépassement, c'est pas faire un truc qui est énorme. Des fois le dépassement, ça peut se dire, tout seul ou toute seule, pour la première fois, je vais prendre un café en solo, tu vois, dans un bar. Ça peut être ça le dépassement. Il faut toujours regarder d'où on est parti et être fier de soi, quoi. Je crois que le petit coup de regard dans le rétroviseur pour voir la personne tu vois, qu'on était il y a quelques années et là, ce qu'on est en train de faire, faut pas l'oublier. En tout cas, faut pas laisser quelqu'un te dire, je sais pas, par exemple, oui, bon, ce que tu as fait, tout le monde le fait. Oui, mais tout le monde ne sait pas d'où on est parti. C'est clair. Et ces histoires-là, elles sont belles. Moi, j'aime bien quand les gens me disent je suis partie de là, j'ai suivi ton voyage, ça m'a donné un peu d'énergie et du coup, je me suis lancée dans tel truc.
Oui, on a vu surtout, enfin en tous les cas à Dijon, une belle expo photo dans différents lieux, notamment sur les grilles du jardin d'Arcy. Et puis évidemment, tu fais des conférences pour raconter cette aventure, comme tu le fais au micro de La Chouette a dit ce soir. Et donc tu partages cette très belle expérience. Aurélie, on va devoir se quitter, mais pas très longtemps. On reviendra frapper à ta porte pour que tu nous donnes la suite de cette aventure. Et je suis sûr qu'il y en a qui vont être très impatients de te retrouver. En tous les cas, la Chouette a dit qu'un voyage ne va pas se résumer comme ça, une destination, mais tout ce qui transforme en chemin. Avec Aurélie, on vient de parcourir les premiers kilomètres entre Dijon et Tataouine. On s'est arrêté en Espagne, mais la route va continuer dans le prochain épisode, on vous le promet. On pose Raymond, on va la poser quelques instants pour qu'il se repose, et on se retrouve très vite pour la suite du voyage. En tous les cas, merci Aurélie de nous avoir reçus ce soir. On revient très vite. Merci à vous, auditrices, auditeurs, et si cette conversation vous a plu, faites vivre La Chouette a dit, likez, partagez, commentez, ça vous savez comment faire, et pourquoi pas envoyer cet épisode à quelqu'un qui n'aurait pas la connaissance, l'existence de cette capsule du podcast Plein Phare, et donc faites-le savoir. C'est grâce à vous si La Chouette continue de voler et d'aller de rencontre en rencontre. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, gardez l'oreille ouverte. Au revoir Aurélie. Au revoir.